Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Fabien. Bonjour Émeric. Très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. On va attendre 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde arrive. Donc très content encore une fois de vous retrouver pour un webinaire où on va beaucoup parler forcément recrutement, décision, outils d'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça que je suis très content de faire ce webinaire avec toi Fabien. Je te laisse peut-être te présenter, après j'enchaînerai. Merci Émeric. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ravi de participer à ce webinaire dédié à un sujet hyper d'actu et hyper intéressant. Et donc moi, je suis Fabien, responsable partenariat SIRH et marque employeur pour le groupe Casino, voilà, qui comprend notamment les marques Casino, mais Monoprix, Spar, Vival, Cdiscount, Naturalia, Monoprix. Nickel. Et donc moi, je suis Aymeric, je suis directeur sciences et produits chez Assessfirst, donc une solution de gestion prédictive des talents, dont on pourra revenir à la fin. Là, l'objectif, ça va être vraiment de pouvoir comprendre avec Fabien ce qui est mis en place dans son entreprise en termes de marque employeur, en termes d'outillage, en termes de process décisionnel. Donc n'hésitez pas, avant qu'on démarre, à nous dire dans le chat si vous avez déjà des questions spécifiques, à nous dire aussi ce que vous attendez de ce webinaire. S'il y a des sujets que vous voulez aborder. On n'a volontairement pas prévu de slide avec Fabien pour avoir quelque chose qui est interactif, que ça soit entre nous, mais aussi avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser le chat, on prendra l'ensemble des questions. Et le but, encore une fois, c'est de construire une présentation qui soit faite pour vous et avec vous. Donc n'hésitez pas à nous solliciter directement. Donc, on va encore attendre quelques secondes, quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. On a déjà pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat tout simplement pour nous dire bonjour. C'est toujours sympa pour nous poser vos questions et on les prendra toutes au fur et à mesure. Hop, on a déjà plusieurs personnes qui nous ont rejointes. Bonjour Avishan, bonjour Emmanuel. Donc voilà, j'attends encore 1 minute et si c'est OK pour toi, on pourra démarrer, Fabien. C'est OK pour moi. Nickel. Bonjour Charlie, bonjour Claire, bonjour Lisiane. Ah, ça fait plaisir, on a du monde. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous dire vraiment le but, on prendra vraiment toutes les questions. Donc s'il y a des points sur lesquels vous êtes en accord, sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, si vous avez aussi des use cases, des témoignages sur ce que vous mettez en place de votre côté, n'hésitez pas à nous les partager, ça nous permettra de rebondir. Parfait. Alors, peut-être en attendant que tout le monde se connecte, petite introduction sur pourquoi ce webinaire et pourquoi ce sujet. Tout simplement, on se rend compte, alors que ce soit chez Assessors, mais aussi avec la plupart de nos clients, que pendant des années, le recrutement, il a été pensé, on va dire, comme un processus de réception, c'est-à-dire qu'on publiait une offre, on attendait les candidatures, on triait, on appelait les candidats, on évaluait. Donc, dans cet ordre, avec ce rythme et avec ces contraintes. Ce modèle, il a fonctionné, on va dire, pendant longtemps et à une époque aussi où le volume était maîtrisable et où les meilleurs profils attendaient une réponse. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les candidats peuvent générer des candidatures, des centaines de candidatures en 48 heures, qu'il y a un volume qui est de plus en plus fort sur les équipes RH, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des fonctionnalités comme l'IA justement, comme le One Click to Apply, on a supprimé une friction à la candidature, c'est-à-dire que c'est de plus en plus simple de postuler, plus en plus simple aussi de générer un CV, une lettre de motivation ou autre qui soit en parfaite adéquation avec l'offre d'emploi, parfois plutôt qu'avec notre parcours. Donc le volume a explosé et avec lui aussi, ce qui a explosé, c'est simplement la pression sur des équipes qui n'ont pas été recrutées pour faire du tri, mais pour prendre des décisions. Et c'est là aussi que je vois un premier paradoxe, et je veux bien ton avis, Fabien, sur la question. C'est-à-dire que les recruteurs de base sont formés pour évaluer le potentiel humain. Aujourd'hui, on se rend compte dans beaucoup de cas qu'ils vont passer leur journée à confirmer des informations qui sont parfois déjà présentes sur le CV, que ce soit la disponibilité, les prétentions salariales, d'un niveau de langue, une année d'expérience. Et donc, je trouve ça un peu paradoxal, puisqu'encore une fois, le recrutement doit se baser sur des données qui restent factuelles, sur aussi une capacité des personnes qui sont impliquées sur le recrutement à évaluer les personnes. Et aujourd'hui, on se retrouve plus dans un marché sous tension, avec, encore une fois, des recruteurs qui passent de leur journée sur des tâches qui peuvent parfois être largement automatisées. Je suis complètement d'accord avec toi, Émeric. Je trouve que le paysage a un petit peu même énormément évolué.
Et là, le gros challenge aujourd'hui, et notre gros challenge d'ailleurs, c'est de se recentrer sur ce qui fait partie un peu des valeurs essentielles d'un métier de recruteur, c'est de comprendre les personnes. On a en plus aujourd'hui des candidats qui sont à la fois, je dis, devenus en plus des détectives digitaux qui sont en enquête très intensif au sein de leur parcours de candidature, qui sont sur la recherche du coup, sur de l'ultra information, sur une préparation qui a avancé. Bon, on a parlé d'IA, mais Mhm. grâce à l'IA générative, avec des CV qui sont ultra préparés, avec des soft skills qui sont assez facilement un peu, et des hard skills qui sont très facilement un peu remontés par les candidats grâce à toutes les technos. Et donc, en fait, le métier de recruteur a évolué. Il faut s'y préparer et se concentrer, en effet, se reconcentrer sur un peu ce qui fait la valeur de notre métier, le traitement, en effet, du candidat de manière assez précise et humaine. Ouais. Ouais. C'est marrant ce que tu dis aussi sur l'approche soft skills qui remonte facilement dans les CV. On avait fait des études justement de notre côté sur des millions de CV, que ce soit en France ou à l'étranger, pour regarder s'il y avait des tendances, tu vois, de ce qui se dégageait. Et dans à peu près 80 à 90% des CV, on trouvait à chaque fois organisation, capacité à Ouais, travailler en équipe. Euh, alors, que, c'est vrai. alors que statistiquement, tu vois, si on avait 90% des gens qui savaient réellement travailler en équipe, je pense qu'il y a un bon nombre d'entreprises qui seraient plus performantes. Mhm. Donc, il y a aussi ce côté-là, tu vois, ce côté de désirabilité sociale aussi de certaines compétences, qu'elles soient métiers ou qu'elles soient comportementales, qui remonte aussi beaucoup dans ces CV et qui, pour moi, aussi, ont diminué leur fiabilité, tout simplement. Ouais, ça c'est vrai, complètement. Ouais. Du coup, pour pallier à ça, qu'est-ce que tu mets en place de ton côté, que ce soit en termes de culture, en termes, je sais pas, de formation, d'outillage? C'est quoi tes meilleurs conseils et les best practices que vous mettez en place en interne? En fait, je trouve que du coup, euh, je peux faire presque deux constats. Il y a ce constat, en effet, tu parlais des tâches entre guillemets sans valeur à ajouter, ou sur lequel il faudrait en effet se dégager pour pouvoir se concentrer sur l'humain. Donc le traitement des candidatures et l'amélioration du parcours candidat, avec un traitement équitable, avec une objectivité apportée. Et d'un autre côté, je trouve, parce qu'on recrute, nous évidemment, on a des clients internes, on recrute pour des marques. Je trouve qu'on est un peu de l'autre côté arrivé à on est un peu sur une ère de matching, je vais dire ça comme ça, où évidemment le candidat euh, euh, doit matcher avec l'offre, mais aussi le candidat doit matcher derrière humainement avec son futur manager, avec son futur collègue, avec l'ensemble des équipes. Et donc, nous, notre double sujet, c'est à la fois améliorer du coup et fluidifier le parcours candidat, et pouvoir répondre aussi aux besoins de nos clients internes. Et donc pour ça, déjà il y a deux idées. C'est les hard skills, j'ai envie de dire. Les hard skills, quelque part, c'est facilement identifiable, entre guillemets, sur un CV. Mais notre challenge, ça va être d'essayer de s'outiller pour mieux comprendre le potentiel du candidat. Évidemment, on parle beaucoup d'IA, mais pour moi, ça doit être en fait un super binôme qui nous accompagne au quotidien. On peut lui réserver, on peut lui préparer, on peut lui prévoir une petite chaise à côté de nous, même s'il n'existe pas, qui va être là en fait avec cet objectif-là, de nous aider à mieux comprendre le potentiel du candidat, à enrichir nos entretiens et à enrichir aussi notre argumentaire aussi envers nos clients internes. Ok.
Du coup, tu parles justement de complémentarité entre IA et recruteurs ou aussi personnes qui travaillent dans les RH avec la petite chaise à côté. Comment tu vois, comment tu vois les zones de complémentarité entre les deux et comment tu vois aussi le rôle de recruteur peut-être se transformer depuis les dernières années et demain, comment tu l'envisages? Ouais. Hem, bah, comment un peu je vois comment je vois le paysage un peu changer et comment sera demain? Alors comment sera demain? Je ne sais pas. Alors je vais essayer de me former un peu à la voyance, mais j'essaye de temps, je suis pas mauvais. Mais je pense là où la complémentarité est intéressante, je trouve que là où l'outil et l'IA peut faire peur, je trouve qu'au contraire, elle peut à la fois nous aider à être plus fluide, plus rapide, plus efficace, mais aussi plus inclusif, en enlevant du coup divers biais, parce on reste humain, à la fois dans le traitement, quand on se parle de traitement volumique, nous on peut atteindre des fois presque 200 000 candidatures. Ah oui. Je trouve que des fois, c'est ce que je dis souvent, on peut avoir des fois des traitements injustes. On peut même souvent avoir un traitement injuste d'un candidat parce que l'humain, et on lui en veut pas, n'aura pas le temps de traiter l'ensemble des 5000 candidatures sur une offre. Et ne va pas forcément avoir la tête froide au bout du 50e CV ouvert. Et donc, je trouve qu'en effet, c'est là où il faut chercher cette complémentarité. Aide-moi à faire ressortir les meilleurs profils. Je parlais de l'ère de matching, et que ce soit en termes de soft skills et hard skills, ceux qui vont être en adéquation avec ce que j'attends. Moi, évidemment, derrière, je ferai mon boulot de recruteur humainement parlant, en creusant avec le candidat lors des différents échanges et lors des entretiens. Mais toi, en effet, aide-moi à fluidifier le parcours, leur apporter une expérience humaine quelque part. Ça, c'est peut-être un peu paradoxal de dire, mais quelque part humaine et objectif. Et là, je trouve qu'il y a une vraie complémentarité à travailler et à rechercher. Je pense Ouais. que ce serait intéressant. En tout cas, c'est intéressant, nous, de travailler dans ce sens-là. Ok, hyper intéressant. Ça me fait penser ce que tu racontes à un recruteur avec qui on avait travaillé et on lui avait en fait présenté des solutions pour réduire son volume d'entretien. Mhm. Et en fait, il nous a dit concrètement, bah, les solutions que vous me présentez, c'est bien, mais ça va pas réduire, on va dire, le temps que je passe en entretien. Ça va plus, on va dire, changer la nature de mes entretiens. C'est-à-dire, ce qu'il nous disait, c'est qu'aujourd'hui, il voyait beaucoup de candidats, mais beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'il passait moins de temps avec eux et il les voyait surtout pour valider des choses, on va dire, parfois administratives, des compétences, des choses comme ça. Donc, au final, c'était un peu le même entretien avec tout le monde. Et ce qu'il nous disait, c'est que là, avec ce genre d'outils, bah, il avait passé le même temps global en entretien, mais avec moins de candidats, passer plus de temps avec chacun des candidats et faire plus, pas des entretiens d'évaluation, mais justement des entretiens plus d'approfondissement pour vraiment connaître la personne, quelles sont ses motivations, ce qu'elle a envie de faire, qui elle est aussi potentiellement au-delà du travail. Et ce qu'il disait, c'est que je trouvais ça hyper intéressant, c'est plutôt que faire des entretiens d'évaluation, il allait faire des entretiens pour convaincre les personnes, parce qu'au final, les personnes qu'il rencontre, bah, c'est des personnes qui sont qualifiées d'un point de vue Exactement. admin, d'un point de vue comportemental, d'un point de vue aussi métier. Et donc, son rôle, ce qu'il nous disait, c'est qu'il échangeait plus dans le sens de plutôt qu'évaluer, j'allais vraiment chercher à vendre une culture, à montrer au candidat pourquoi il serait bien chez nous et à vraiment à le convaincre en fait de venir tout simplement dans notre entreprise. Donc au final, j'ai trouvé ça hyper intéressant puisqu'il me disait, bah oui, en fait, je passe le même temps en entretien, mais sauf que c'est des entretiens qui sont plus quali d'un point de vue humain. Et pour rebondir aussi sur la question d'Emmanuel dans le chat, c'est là que je trouve tout l'intérêt aussi pour l'expérience candidat. Euh, C'est-à-dire que je pense profondément que, et c'est un peu ce que tu disais, Fabien, tout à l'heure, sur le côté, bah, au final, on a 200 000 candidatures, on n'arrive pas à les traiter forcément de manière équitable. Je pense que on croit que le recrutement est aujourd'hui quelque chose d'humain, mais je pense qu'au final, y a plus vraiment d'humain là-dedans, parce que comme tu le dis, il y a parfois des candidatures qui sont rejetées automatiquement.
On C'est a vrai. des candidats qui ne sont pas forcément jugés de manière équitable. Mm. On a des gens, tu vois, qui vont prendre les premiers postulants ou les derniers postulants par ordre de priorité. Donc, au final, je pense quand même que Exactement. là, on croit que le recrutement est profondément humain. On est arrivé à un stade où, justement, on a perdu cette humanité dans le recrutement et que les outils d'IA, enfin, les outils d'IA, j'insiste, quand ils sont bien conçus, permettent, en fait, de recréer cette forme d'humanité. Mais pour moi, en fait, il y a deux choses vraiment à distinguer. C'est la présence humaine de la relation humaine. C'est-à-dire, ce que je qualifie de présence, c'est tout simplement est-ce qu'un humain est présent, tu vois, d'un point de vue physique. Et ça, on l'a fortement dans le recrutement. C'est-à-dire que tu as toujours un entretien, des choses comme ça, donc il y a une forte présence humaine. Ce que je vais qualifier de relation humaine, c'est quoi? C'est de la cohérence, c'est de la clarté, c'est de l'empathie, c'est du respect, c'est prendre le temps avec les gens. Et ça, pour moi, en fait, c'est complètement décorrélé. C'est-à-dire que pour moi, tu peux avoir une relation humaine sans forcément une présence humaine. Et aujourd'hui, tu as des outils d'IA qui permettent justement de recréer en fait cette forme de relation, même si dans le fond elle est artificielle et elle n'a pas de présence humaine, mais encore une fois, en donnant l'espace aux candidats de s'exprimer, d'être évalués de manière équitable, d'être évalués aussi de la même manière que l'ensemble des autres candidats. Donc au final, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que certains outils d'IA qui vont permettre de recréer cette relation humaine sans présence humaine, mais encore une fois en considérant la relation sous l'angle du respect, de la clarté et de la transparence, et permettre justement aux recruteurs de se dégager du temps pour rencontrer les candidats et avoir justement quelque chose qui est plus profond avec eux et quelque chose qui va justement de redorer, on va dire, la relation et l'expérience candidat. Et nous, on le voit, et je prends l'exemple d'une étude qu'on a faite récemment chez Assessor sur à peu près 10 000 candidats. Ce qu'il nous disait, c'était qu'ils trouvaient les outils d'IA moins biaisés que la plupart des recruteurs et que les entreprises qui utilisaient une forme d'IA conversationnelle à certaines étapes de leur process de recrutement, donc encore une fois, pas dans tout le process, mais ces entreprises étaient considérées notamment comme plus modernes, plus ouvertes, et de facto, ça amenait les candidats à être plus susceptibles d'accepter une offre s'ils en recevaient une de la part de cette entreprise. Je suis pas étonné. Et puis, si je peux me permettre de rebondir sur toute cette partie hyper intéressante, tu as à la fois l'axe échange lors d'un entretien avec le candidat, où tiens, on est nous également clients Assess First, où grâce au potentiel et à l'évaluation effectuée du coup via cet outil-là, le candidat il apparaît très affirmé. Je vais vérifier moi sa capacité à écouter. Je vais pouvoir vraiment réaxer un peu mon entretien. Est-ce qu'il y a une capacité à remettre aussi ses décisions en question? S'il manque d'assurance, du coup, sa capacité à convaincre. Et à côté de ce volet-là, je trouve que tu as aussi un peu le volet potentiel, prédiction de réussite, où oui, tu as un outil qui peut te dire, tiens, ce candidat-là, Emeric Kubiak, pour ne pas le citer, match qui a 52% avec le modèle. Alors, Ouais. c'est parce que tu matches, t'es toujours quasiment à 100% Emeric, donc je suis obligé un petit peu de te rendre un peu humain, justement, et abaisser un peu ton pourcentage de prédiction. Mais voilà, dire qu'en effet, oui, Emeric est sur le modèle prédictif conçu, lui, il match qu'à 52%. C'est pas forcément de se dire, bon, du coup, je vais écarter la candidature d'Emeric, mais c'est aussi pouvoir se dire, oui, mais à côté de ça, moi, j'ai eu un échange approfondi avec Emeric. Ce qui est ressorti du coup de son évaluation et de l'échange que j'ai eu, c'est que moi, je pense que on va pouvoir travailler sur ce qui est ressorti et sensibiliser du coup son futur manager et sa future équipe sur un peu le delta ressorti par l'outil. Voilà. Donc c'est vraiment, en effet, je suis d'accord, c'est vraiment d'être beaucoup plus dans cet accompagnement-là. Et tu vois, au final, c'est vraiment ça que je trouve profondément humain, parce qu'on parle de data, on parle d'IA, on parle de chiffres, on parle de taux de matching, mais au final, derrière, tu as tous les éléments factuels pour savoir ce qui fit, ce qui ne fit pas, pour accompagner la personne au mieux, pour prendre une décision basée sur des éléments factuels, Exactement. plutôt que se dire, ok, j'en sais rien, tu vois, la personne, ok, elle est de cette génération, donc elle a fonctionné comme ça, comme ça, comme ça, elle est issue de tel secteur, donc elle a fonctionné comme ça. Et donc, au final, pour moi, c'est justement tous ces outils quand ils sont bien utilisés, qui permettent de rendre
le process de plus en plus humain, même si, encore une fois, il y a de l'IA, il y a des chiffres, mais bien utilisé, ça permet justement de remettre cette humanité au centre des process. Et je le vois aussi, tu vois, nous, dans nos propres recrutements chez Assess First, au final, quand on va dire un no-go, quand on va mettre un no-go à un candidat, on va pouvoir lui expliquer concrètement pourquoi. On va aussi pouvoir le conseiller sur OK, ça ne le fait pas chez Assess First parce que ça, mais oriente-toi plutôt vers ce genre de contexte, vers ce genre d'entreprise. Et c'est aussi ça, pour répondre aussi à la question d'Emmanuel, qui va améliorer l'expérience candidat. C'est qu'avec ce genre de système, aujourd'hui, peu importe le volume de candidats, que ce soit 10, 100, 10 000, 100 000, 1 million, on est en mesure de refaire un retour automatique au candidat avec des éléments factuels en fonction de ce qu'il évalue, sur ses compétences, sur sa personnalité, sur ses motivations, la manière dont la personne prend des décisions. Et donc, au final, le process de recrutement, plutôt que d'être un process où le candidat donne plein d'informations à l'entreprise mais ne reçoit rien, ça devient un process au final qui devient équilibré, avec une relation équivalente entre le recruteur et le candidat, puisque le candidat, en fin de process, va recevoir aussi autant d'informations que ce qu'il a donné, informations qui lui permettra de comprendre pourquoi sa candidature n'a pas été retenue éventuellement, ou aussi de réutiliser cette information dans d'autres process de recrutement en le mettant en avant, en ayant plus d'éléments aussi pour présenter ses forces, ses points d'amélioration ou autres. Donc nous, on le voit aussi à cet aspect-ci de permettre aux candidats et à tous les candidats, au final, d'avoir un retour concret sur leur candidature. Et pour moi, c'est aussi une des bases du recrutement et de ce qui manque aussi aujourd'hui à beaucoup de candidats, c'est tout simplement d'avoir un retour sur leur candidature, d'avoir aussi un retour concret et qualitatif sur pourquoi ça ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, avec ce genre de système, on est en mesure de le faire à large échelle et pour tous les candidats. Oui, je trouve que très paradoxalement, et tu t'en parlais un petit peu en début de webinaire, en fait, c'était dans le passé qu'on était industriel en fait, dans notre façon de travailler. Tu parlais notamment des réponses, des retours négatifs quasi automatiques, etc. En fait, je trouve qu'en effet, c'est l'avant nouvelle techno qu'on était industriel, là où on peut l'être, en tout cas, même s'il peut y avoir en effet des points d'attention, mais là où on peut l'être beaucoup moins aujourd'hui. Ouais. Clairement. J'en profite du coup pour prendre une question. Alors déjà, Charles-Henri qui nous dit ne pas oublier qu'il faut toujours débriefer avec le candidat sur les résultats des tests. Oui, clairement, et ça, c'est des choses qu'on fait. Mais encore une fois, et comme disait Fabien, ce qui va être intéressant, c'est que ça va aussi venir alimenter l'entretien. Ça va permettre aussi de repositionner l'entretien, de venir creuser certains points, de venir aussi challenger le candidat. Parce qu'au final, ce genre de système va aussi vous permettre de savoir concrètement ce qui fit ou ce qui ne fit pas, pour encore une fois orienter l'entretien sur des éléments concrets et avoir plus, on va dire, de ce qu'on appelle de valeur prédictive au process global. Autre question de Morgane qui nous dit « Bonjour, j'utilise l'IA au quotidien, mais pas pour le recrutement. D'une part, j'ai peur des biais auxquels les LLM ou les modèles pourraient être soumis, biais des modèles prédictifs ou d'échantillonnage notamment. Et d'autre part, les informations des CV représentent des données sensibles. J'avoue ne pas être à l'aise avec le fait de partager ces infos avec une IA. Qu'en est-il pour vous? Avez-vous des conseils ou des best practices à nous partager à ce sujet ?» Je te laisse prendre la main, Fabien. Oui, bien sûr. Je l'introduisais en partie, Morgane, et merci pour ta question tout à l'heure. Je reviens sur ma notion de binôme. C'est une aide, mais évidemment à utiliser du coup avec beaucoup d'attention et de précaution. Après, on reste aussi également, heureusement, sur un outil qui est encadré par la CNIL aujourd'hui, pour te prendre, Morgane, un peu l'exemple de ce qui se passe chez nous, c'est que nous, dès lors que Assess First a été aussi du coup évalué là-dessus, nous, dès lors qu'on utilise un outil avec de l'intelligence artificielle, il y a une analyse d'impact qui est faite, qui est effectuée, avec comme premier objectif à la fois se sécuriser niveau données personnelles, mais aussi de s'assurer qu'il y a toujours un traitement humain dans nos pratiques. Donc non, je suis complètement d'accord avec toi, Morgane. Il faut évaluer les outils qu'on utilise, faire évaluer les outils qu'on utilise, se faire accompagner par nos partenaires IT sur le sujet. Et voir la CNIL aussi si besoin. Donc non, bien sûr, c'est à utiliser avec un grand encadrement. Et beaucoup d'entreprises utilisent aussi en plus des IA internes aussi
sécuriser encore plus aussi les IA maison, pour sécuriser encore plus les données. Et encadrement que tu mentionnes qui arrive aussi de plus en plus, notamment avec ILAC. Et nous, on le voit notamment chez Assessors sur les points de contrôle, sur les éléments qui nous sont demandés, même auprès des entreprises qui mettent en place ce genre de système. Mais pour répondre à votre question, Marianne, je pense qu'il y a plusieurs angles. Il y a bien sûr l'angle, on va dire, RGPD que Fabien a déjà mentionné. Je pense aussi que c'est important de ne pas mettre toutes les IA dans le même sac, c'est-à-dire qu'il y en aura toujours dont l'usage vont apporter des bénéfices, il y en a d'autres dont l'usage vont apporter potentiellement des résultats discriminants ou autres. Ce qui est important pour moi là-dessus, c'est déjà le type de données sur lesquelles le système va se baser. Je prends l'exemple de Assessors, on se base sur des données notamment liées à la personnalité, aux motivations, aux façons de prendre des décisions, qui sont d'un point de vue naturel déjà beaucoup moins biaisés au regard de variables comme le genre, comme l'origine, comme l'âge, etc. Ça veut dire que c'est des variables qui sont, d'un point de vue statistique, beaucoup mieux distribuées dans la population. C'est-à-dire, par exemple, si vous recherchez un individu qui est innovant et organisé, vous avez autant de chances de le retrouver chez une femme, chez un homme, chez quelqu'un qui est américain ou qui est en Chine, chez quelqu'un qui a 20 ou 50 ans. Donc, au final, c'est aussi le type de données qui vont alimenter ce système. Et ce qu'on voit aussi, nous, de notre côté chez Assessors, c'est que sur toute cette partie-là, on est accompagné par un cabinet d'audit qui s'appelle Holistic, si vous voulez un peu creuser, qui est vraiment spécialisé dans l'audit des systèmes d'IA au regard des biais potentiels, au regard, encore une fois, du genre, de l'origine, de l'âge ou autre. Et ce qu'on voit, c'est que sur Assessors notamment, on est sur ce qu'on appelle un impact ratio moyen de 0,96, sachant que les standards internationaux attendent un score entre 0,8 et 1. Donc, au final, une parité quasi parfaite sur les différentes variables qui sont examinées. Mais encore une fois, parce que le système est bien conçu, parce que le système va se baser sur des variables qui sont naturellement exemptes de biais, mais aussi qui sont beaucoup plus prédictives de la réussite en poste. Donc, ça, c'est pour moi le point le plus important. Et dernier point aussi, important pour répondre à cette question, c'est que pour moi, tous dont on discute d'IA, on parle de technologie, mais pour moi, ce qu'on vit avant d'être un changement technologique, c'est d'abord un changement humain déjà dans notre propre compréhension de ces systèmes, dans notre façon de se positionner, mais aussi dans les équipes, on va dire, qui vont être à l'initiative de ce genre de système. Et ce que je vous invite à faire, si vous voulez mettre en place un système d'IA, quel qu'il soit, que ce soit un modèle de langage, que ce soit pour le recrutement, que ce soit pour de l'admin, de la paix ou autre, c'est avant de regarder le système en lui-même, regarder l'équipe qui l'a conçu. Et moi, par exemple, quand on parle de recrutement, je trouve ça toujours dingue de voir des outils d'IA qui se lancent. Et quand on regarde les équipes, il n'y a pas de RH, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de profil qui connaissent vraiment les process métiers. Et donc, pour moi, automatiser un process métier, ça nécessite de connaître ce process métier. Et donc, je suis beaucoup plus rassuré quand je vois des équipes qui développent un outil où je vais retrouver des RH, des psys, des ingénieurs forcément machine learning, mais parce que c'est aussi une forme de, alors pas une garantie forcément, mais un premier signe sur le fait que l'entreprise et l'IA va vraiment chercher à automatiser et à optimiser un process qu'elle connaît, puisqu'en interne, il y a des gens qui portent cette expertise. Donc vraiment, pour moi, avant de miser sur un outil d'IA, c'est miser sur une équipe, sur l'équipe qui l'a construit, pour justement limiter tous les effets de bord que vous pouvez mentionner, notamment au niveau des billets. Et typiquement, vous voyez, je vous prends un exemple, mais si un outil est conçu par des RH et des personnes qui connaissent l'intelligence artificielle, ça va se baser sur des données qui sont réellement prédictives parce que les profils RH, les psychologues sauront justement conseiller sur quel type de données aller chercher. Donc pour moi, encore une fois, le message principal à retenir, c'est avant de miser sur une IA, miser sur l'équipe qui l'a développée. D'autres questions? Alors, je te les adresse directement à toi Fabien, puisque tu es un peu notre expert aussi ce matin. De Virginie, comment l'IA peut nous permettre de répondre négativement à de nombreux candidats que nous ne retenons pas après l'examen du CV en tentant de préserver une bonne expérience candidat? Très bonne question. Et d'ailleurs, mais bon, je regarde, j'ai zioté, et ça peut en plus en partie répondre à la question suivante. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a des IA hyper pertinentes sur le sujet qui peuvent quasi proposer des parcours 360 aux candidats, à la fois sur sur la notion un petit peu
de vivier, lui pousser au regard de ses soft skills et hard skills, des offres diffusées par notre entreprise, mais aussi également à la suite de sa malheureusement réponse négative, lui dire, avoir en effet un échange conversationnel avec lui et lui dire, en effet, un peu comme le formulait Emeric tout à l'heure, sur cette offre-là, ça ne l'a pas fait, mais attends, bouge pas, reste dans notre écosystème, nous, on peut te pousser telle et telle offre. Donc, il y a des outils aujourd'hui sur le marché qui peuvent proposer un peu des parcours quasi 360 aux candidats pour pouvoir un peu le maintenir, j'ai envie de dire, dans notre ATS, entre guillemets, et lui proposer en effet tout un parcours hyper pertinent. Voilà. Après, je ne sais pas si ce que je vois avec les questions de Mathieu, je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub, mais moi, je ne vais pas avoir de problème, Mathieu. Mais voilà, puis je pense aussi, il y a aussi des outils qui aujourd'hui permet en fait permettre du coup d'effectuer en fait du matching, et donc tu as un dashboard qui se construit automatiquement, donc matching entre les compétences du candidat et l'offre d'emploi. Et là où c'est intéressant avec le type d'outil auquel je pense, c'est qu'en plus de ça, le recruteur peut directement aller sur ce dashboard-là et ajuster les compétences. Non, tiens, sur ce poste-là, moi, je mettrais pas l'importance d'Excel à 90%, mais plutôt à 70%. Je ne mettrais pas l'importance d'utiliser Adobe à 40%, mais plutôt à 20%. Et derrière, du coup, pouvoir faire remonter du coup les meilleurs profils à côté des meilleures offres, et pouvoir faire remonter les meilleures offres au profil adapté et présent du coup dans votre ATS. Voilà. Nickel. Pour rebondir aussi sur les questions d'Emmanuel et de Mathieu, alors sur les différents types d'IA, forcément, égoïstement, je vais recommander celle d'Assess First, forcément. Mais après, encore une fois, nous, je sais qu'aussi en interne, on en utilise d'autres, que ça soit côté développement pour accélérer notre capacité aussi à délivrer. Et notamment, on utilise beaucoup Claude. Côté sales, on va utiliser des IA, notamment pour en citer par exemple Gong, qui permet d'enregistrer les meetings et après d'accéder aussi à des modules de coaching pour nos commerciaux, mais aussi d'automatiser la mise à jour de variables dans HubSpot, des choses comme ça. Donc, il y en a plusieurs. Et pour juste encore une fois, pour vous montrer un exemple aussi, pour Assess First, à quoi ça ressemble vraiment en quelques secondes. Je vous partage mon écran rapidement, mais pour aussi un peu illustrer le propos de ce que tu disais, Fabien. Vous voyez bien mon écran là? On est d'accord? On voit bien ton écran. Ouais, c'est de se dire, OK, j'ai un candidat qui a candidaté, il a passé les assessments, donc personnalité, motivation, compétences ou autre. Et derrière, je vais pouvoir retrouver pour le métier sur lequel je recrute. Donc, par exemple, ici, j'ai un métier d'account exécutif, donc de commercial. Quel est l'alignement de la personne par rapport aux éléments de personnalité attendus, de motivation et de compétences? Donc là, un bon taux d'adéquation. Derrière, je vais savoir concrètement quels sont les points forts et les points d'attention à avoir sur cette candidature. Donc ici, par exemple, le côté faire preuve de réactivité, le fait de rencontrer une nouvelle personne. Je vais aussi avoir accès à quelques questions à poser en entretien, comme on le dit tout à l'heure, pour venir enrichir l'échange quand je vais rencontrer la personne et venir valider ou infirmer des points de décalage potentiels. Donc encore une fois, tout ça a un double objectif. Premier objectif, c'est pouvoir se baser sur des éléments qui sont factuels pour prendre des décisions. Et comme le disait Fabien aussi, venir enrichir l'entretien pour avoir quelque chose qui derrière soit davantage structuré afin, in fine, d'avoir une meilleure capacité à décider. Donc ça, c'est encore une fois, c'est l'interface Assessors, donc où le candidat va passer les assessments. Vous allez pouvoir de votre côté voir quel est son alignement en termes comportemental, mais aussi en termes métier par rapport à vos attentes. Éventuellement aussi voir quelle est son affinité avec son futur manager et de se dire, OK, quels sont les points de décalage entre les deux personnes et est-ce qu'il y a vraiment un fit humain à ce niveau-là. Donc, par exemple, un fit parfait, moi, avec mon propre manager Simon. Donc, vraiment un outil qui est pensé, encore une fois, de manière déjà hyper transparente, hyper explicable pour vous aider à prendre de meilleures décisions au quotidien
encore une fois, basé sur l'intelligence artificielle, mais l'objectif, ça va être vraiment que l'intelligence artificielle soit avant tout un support, un moyen pour vous donner, encore une fois, des données qui sont plus fiables. Et encore une fois, le système ne va pas prendre de décision, il va juste vous mettre sous les yeux l'ensemble des éléments pour vous aider. Hop, j'en profite alors pour continuer sur une autre question de Nathalie. Et je ne sais pas si c'est ton cas de ton côté, Fabien. Tu nous diras, nous recrutons régulièrement des profils commerciaux atypiques, donc par exemple des profils en reconversion. Comment travailler dès lors avec une IA? Est-ce que tu as des conseils ou des use cases de ton côté là-dessus? Oui, je vais revenir un petit peu en partie à ce qu'on mentionnait. Tu as des IA aujourd'hui qui peuvent te permettre de te construire un dashboard adapté à tes besoins et au profil recherché. L'idée, c'est à la fois de le paramétrer tant sur les soft skills et les hard skills, en général plus facile sur les hard skills, sur ce côté un petit peu atypique recherché. Et aujourd'hui, je trouve que tu peux les faire assez facilement matcher avec ton vivier interne, pour pouvoir en effet faire ressortir efficacement ces profils. Ouais. Clairement. Et pour moi, justement, sur les métiers commerciaux, Nathalie, c'est au final un des meilleurs use cases et on le voit beaucoup chez Assess First, avec à peu près 20% aussi de nos clients qui vont utiliser la solution pour du recrutement de commerciaux. C'est-à-dire ce qu'on voit de plus en plus, c'est que, notamment sur ce type de profil, on ne va pas forcément chercher quelqu'un qui a une forte expérience commerciale, mais on va surtout rechercher quoi? Quelqu'un qui a naturellement du leadership, quelqu'un qui va spontanément vers les autres, quelqu'un qui est assez ouvert, quelqu'un qui est aussi orienté résultat. Et donc, on a beaucoup de nos clients qui, lors de ces process, vont totalement oublier le CV pour uniquement se focaliser sur la personnalité et les motivations de leurs candidats. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, c'est aussi une porte ouverte en fait pour les profils atypiques qui sont en reconversion, qui ne viennent pas forcément du secteur, parce que justement, ça vous l'apporte à des profils qui ont un background totalement différent. Et je reprends encore une fois toujours l'exemple d'Assessors, parce que notamment sur ces fonctions commerciales, nous, c'est vraiment ouvert, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander d'expérience commerciale. Et je reprends l'exemple de 2 personnes dans nos équipes. La personne qui est aujourd'hui, Romain, qui est Head of Sales maintenant et qui est arrivé il y a 8 ans chez Assess First, qui est un ancien banquier, et une autre de nos commerciales qui est une top performance dans l'équipe, qui était danseuse au Lido avant qu'on la recrute, mais encore une fois, qui a été recrutée sur son potentiel, sur sa personnalité, sur sa manière d'interagir avec les gens, qui n'avait pas de formation commerciale, pas d'expérience commerciale, et qui aujourd'hui est pleinement épanouie depuis une dizaine d'années sur ce rôle. Donc pour moi, vraiment, sur les profils commerciaux, recruter sur la base de la personnalité et des motivations, c'est un des meilleurs use cases pour aussi s'ouvrir un pool de candidats qui soit extrêmement diversifié. Ouais, Et pour conclure, vas-y. Excuse-moi, Emmerich, désolé, je ne voulais pas te couper. Non, mais mais j'allais donner un autre use case. Pour rebondir, on en a eu le cas il n'y a pas très longtemps où il y a un de nos recruteurs qui bossait sur un poste en finance. Et justement, nous, on l'utilise par exemple beaucoup à Assess First sur des postes de direction ou à responsabilité. Là où au final, en fait, où on ne va pas spécialement avoir besoin de faire ressortir les hard skills parce que sur ce niveau de poste-là, en fait, ce qu'on cherche à avoir, c'est la capacité à s'affirmer, le leadership, la capacité de convaincre. Et donc, on a eu le cas où en interne, ils ont eu le doute sur un profil en se disant, mais oui, mais est-ce qu'il va pouvoir interagir avec un DAF ou un membre du COMEX? Et donc, on lui a fait passer en effet un test à Salesforce parce que sur ces postes, sur cette typologie de poste, et je rebondis en effet sur cette problématique de poste atypique, c'est pas ce qu'on va rechercher, c'est en effet le potentiel et ce qu'il y a en effet derrière le CV. Et donc, en effet, ça peut être en effet une super aide. Ouais. Et alors, Correct qui me dit, alors je ne sais pas, je ne suis pas sûr de comprendre exactement, c'est le recrutement poker, on mise sur un savoir-être. Moi, le plus important là-dessus, et on conclura là-dessus, et je te poserai la question, Fabien, c'est aussi que cette approche, elle amène des résultats qui sont largement optimisés par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, si encore une fois, je reprends nous l'ensemble des études de validité, de validité prédictive ou ROI qu'on peut faire avec l'ensemble de nos clients, on est sur des collaborateurs qui en moyenne performent 40% plus,
un turnover qui est divisé par 2 ou par 3 parce que l'alignement culturel en termes de valeur, de motivation est assuré, et un ROI qui peut chiffrer à plusieurs millions, surtout sur de larges volumes. Donc, le plus important pour moi, c'est aussi de se dire que toutes ces données aujourd'hui sont davantage prédictives. Et ça, c'est des choses qui sont démontrées depuis des décennies d'un point de vue au niveau des études en psychologie ou tout simplement dans la recherche. C'est des variables qui sont déjà beaucoup plus prédictives de la réussite en poste, beaucoup plus aussi prédictives de la capacité des personnes à s'engager sur le long terme, et aussi beaucoup moins discriminantes. Donc, au final, ça nous permet d'avoir de meilleurs recrutements à la fin, et tous les use cases aujourd'hui le montrent. Et d'ailleurs, du coup, je te pose la question à toi, Fabien, sur ton use case à toi. Je ne sais pas si vous avez déjà pu mesurer l'impact que peut avoir l'IA, alors que ça soit Salesforce ou d'autres règles que vous utilisez, mais est-ce que vous avez des retours concrets sur un ROI suite à l'utilisation de l'IA? Non, alors on se posera, mais on se posera en effet, je suis en plein, je raconte ma vie, mais je suis en train de travailler sur une refonte un peu de nos dashboards et de nos KPI, donc on pourra l'ajouter. Mais pour rebondir sur ce que disait également Coralie, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi une vraie demande de la part de nos clients internes. Je donnais l'exemple, en effet, nous on bosse beaucoup, on utilise beaucoup l'IA, et notamment Salesforce sur des postes de direction et responsabilité. Il y a un savoir-être qui est ultra important. Et je rebondis même, ça me permet même de rebondir sur aussi d'autres cursus sur lesquels on travaille au sein du groupe. On bosse notamment sur l'accompagnement des talents. Enfin, voilà, nous, on est vraiment dans une grosse notion en interne de la détection du potentiel et de l'accompagnement du potentiel. Et ça, c'est en tout cas une valeur, pour parler un peu données, une valeur qui est ultra importante, paradoxalement. Ouais. Ok, nickel. On arrive au bout de ce webinaire. Alors, je vois que Mathilde, qui est en bac, vous propose un sondage. Donc, n'hésitez pas à répondre. Donc, est-ce que on a beaucoup parlé d'IA, on a aussi beaucoup de questions sur les outils, avoir des exemples concrets. Donc, petit sondage pour savoir si vous voulez approfondir justement sur certains outils, et notamment Salesforce dont on a pu discuter avec Fabien. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Normalement, le sondage est affiché sur votre écran. Pendant que vous y répondez, j'en profite pour vous remercier. C'était très cool déjà d'échanger avec toi, Fabien. D'échanger aussi avec vous dans le chat. Il nous reste encore 2-3 minutes, donc je vois qu'il y a certaines personnes qui sont en train de taper. N'hésitez pas à nous faire vos derniers feedbacks, dernières questions. Si vous voulez poursuivre l'échange, on est disponible avec Fabien. Que ce soit encore ici 2 minutes, mais aussi sur LinkedIn. Tu es sur LinkedIn, Fabien? Je suis sur LinkedIn, vous tapez mon prénom et mon nom, et avec plaisir pour échanger. Nickel. Donc, n'hésitez pas à nous dire, encore une fois, si vous avez d'autres questions, si vous voulez continuer l'échange. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, et on se retrouve très bientôt pour d'autres échanges sur les RH, le recrutement et l'IA. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Merci, Nathalie. Hop, merci, Emmanuel. Hop, je ne sais pas si du coup ça coupe immédiatement. C'est à 45, je crois. Ça pile poil. Ouais. Bon, on peut continuer du coup un peu l'échange. On a encore 2 minutes de rab. Merci, merci à Vishan. Est-ce que pour la fin, tu as peut-être un dernier conseil, Fabien, avant qu'on coupe? Non, pour moi, la dernière petite phrase ou petit conseil, c'est encore une fois, mais on l'a dit, c'est que voilà, l'IA ne remplace pas le recruteur, mais par contre, il va nous permettre aujourd'hui de mieux détecter le potentiel, d'objectiver certaines décisions, et de consacrer davantage de temps à ce qui nous est très très cher, l'échange humain. Voilà. Très très beau message. Et pour rebondir aussi sur le côté échange humain, et vraiment, moi, c'est hyper important, et c'est là-dessus que j'insisterai, c'est de se dire que aujourd'hui, on parle d'IA, c'est avant tout un changement humain plutôt que technologique. Donc pour moi, le premier réflexe en tant que recruteur, en tant que RH ou autre, c'est de s'y intéresser, comprendre quelles sont les limites de l'IA, comment, comme tu le disais au tout départ, comment je peux aussi être en complémentarité avec une IA. Et pour moi, c'est aussi cette ouverture intellectuelle qui va tout simplement permettre demain,
premièrement, de construire de meilleurs systèmes parce que les RH seront aussi impliqués. Et deuxièmement, de savoir concrètement comment et quand les utiliser. Et c'est vraiment ce côté, encore une fois, ouverture intellectuelle qui, pour moi, est nécessaire pour l'avenir. Tout ça. Merci. Je savais que ta conclusion serait beaucoup mieux que la mienne, Émeric. Mais pas mieux. Okay, bah, écoutez, on va couper. Encore merci Fabien, encore merci à tous. Merci Émeric, et on merci se à retrouve tous. très bientôt pour aller plus loin. Merci beaucoup et très belle Merci journée. beaucoup.